Pendant cette longues années consécutives, j'avais dédié chaque minute de mon temps et chaque centime de mes bénéfices au bien-être de sa lignée, oubliant mes propres besoins pour solidifier les leurs. J'avais érigé de mes propres mains et de mon capital une demeure digne de ce nom pour ses parents, et j'avais financé l'intégralité du cursus prestigieux de sa sœur cadette, croyant investir dans un futur commun. Pourtant, ce soir-là, mon mari m'a froidement contrainte à signer les papiers du divorce avant de me jeter littéralement à la rue comme un objet usagé dont on ne veut plus. Sa grand-mère, cette femme que j'avais soignée et respectée pendant des années, a mis le point final à cette humiliation en me lançant un vieux sac à carreaux au visage. « Ramasse tes déchets et disparais de nos vies pour toujours, tu n'as plus rien à faire ici », a-t-elle hurlé sur le palier, sa voix vibrant d'une hostilité que je n'avais jamais soupçonnée. Je me suis retrouvée seule sur le trottoir, ouvrant ce sac sous les seaux d'eau d'un orage d'octobre, le corps tremblant de froid et d'incrédulité face à une telle violence. C'est à cet instant précis, en découvrant le contenu incroyable de ce sac mouillé, que j'ai compris que cette femme ne me haïssait pas, mais qu'elle venait au contraire de sauver mon existence. Avant que nous n'allions plus loin dans ce récit de trahison et de renaissance, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous nous écoutez. C'est un immense privilège de vous savoir si nombreux avec nous. Tout avait commencé par un après-midi étouffant du mois d'août, alors que la ville de Wrocław suffoquait sous une canicule sans précédent et que je venais d'ouvrir mon tout premier salon de mariage dans la rue Swidnica. C'était un local minuscule, presque précaire, avec seulement 3 mannequins poussiéreux en vitrine et une porte d'entrée qui grinçait à chaque passage. Marc est entré par pur hasard, poussé par la soif et la chaleur écrasante du dehors, cherchant un peu d'ombre. Il transportait des tubes métalliques à travers la ville pour sa petite entreprise de rénovation, et sa silhouette haute et bronzée m'avait immédiatement fait forte impression. Il arborait un sourire d'une sincérité désarmante auquel j'ai choisi de croire instantanément, pensant avoir enfin trouvé un homme authentique et travailleur. Il but 2 grands verres d'eau, s'excusa 1000 fois pour le dérangement et quitta la boutique, me laissant avec un sentiment étrange de curiosité. Une semaine plus tard, il était de retour, tenant un bouquet de marguerites sauvages qu'il avait manifestement acheté à une vieille dame près de la gare centrale. « Je viens d'un petit village perdu dans la campagne, vous savez », m'avait-il confié ce jour-là en triturant nerveusement sa casquette entre ses mains. « Je n'ai rien à vous offrir, ni appartement de luxe, ni voiture de sport, mais si vous acceptez de me voir, je ferai tout pour que vous ne le regrettiez jamais. » J'ai accepté son invitation car j'avais grandi sans la présence d'un père, voyant ma mère s'épuiser dans 2 emplois pour que nous puissions simplement manger et dormir. Toute mon enfance avait été bercée par le rêve d'une famille nombreuse, de ces dimanches où tout le monde se réunit autour d'une grande table pour débattre de la vie. Marc m'offrait ce rêve sur un plateau d'argent. Ses parents à la campagne, sa sœur lycéenne et même cette grand-mère aux lèvres toujours serrées me semblaient être le trésor dont j'avais été privée depuis ma naissance. Nous nous sommes mariés dans la plus grande discrétion, une simple cérémonie civile sans flonflon ni banquet de 200 personnes. Ma mère pleurait de joie lors de l'échange des alliances, heureuse de me voir enfin casée. Ma belle-mère, Martha, m'avait alors serré dans ses bras en murmurant « Prends bien soin de lui, ma fille, il est fragile. » Et j'ai pris soin de lui durant cette année consécutive, investissant absolument tout ce que je possédais dans le bien-être de cette famille. Mon entreprise de design nuptial grandissait lentement mais avec une régularité exemplaire. Après 3 ans d'efforts acharnés, je possédais désormais 3 salons portant l'enseigne Lilas Blanc dans les quartiers les plus prestigieux de la ville. Ma réputation de professionnelle rigoureuse et fiable m'assurait une clientèle fidèle qui se transmettait mon adresse de bouche à oreille. Marc travaillait comme gestionnaire dans une entreprise de construction, mais ses revenus restaient modestes, ce que je ne lui ai jamais reproché. Pour moi, l'argent était un outil commun, une ressource destinée à construire notre avenir à 2 sans jamais compter. J'ai alors pris la décision consciente de m'éloigner de la gestion quotidienne de mes salons pour me consacrer pleinement à mon rôle d'épouse. J'ai engagé un directeur général car je voulais être celle qui accueille son mari avec un dîner chaud, celle qui prend le temps de s'occuper du foyer. « Es-tu certaine de vouloir déléguer ainsi ton empire ?» m'avait-il demandé à l'époque, l'air surpris. « C'est ta création, tu y as mis toute ton énergie vitale. »« Les salons ne s'enfuiront pas, Marc, » lui avais-je répondu en l'embrassant, « mais notre famille est ma priorité absolue désormais. » Il m'avait serré si fort dans ses bras que je m'étais sentie la femme la plus comblée et chanceuse de tout Wrocław. L'idée de construire une véritable demeure pour ses parents m'était venue après notre premier Noël passé dans leur village d'origine.
J'avais découvert avec un véritable effroi les conditions précaires dans lesquelles vivaient Karl et Martha. Leur demeure n'était qu'une ruine en bois avec des planchers pourris et un vieux poêle à charbon qu'il fallait alimenter sans cesse. Les sanitaires se trouvaient encore au fond du jardin, comme au siècle dernier. Pourtant, Martha nous avait reçus comme des rois, bien que j'ai remarqué qu'elle ne touchait presque pas à la nourriture pour nous en laisser. Mon beau-père, Karl, restait silencieux, mais je lisais dans ses yeux cette fierté immense du travailleur pauvre qui refuse de demander l'aumône. Bâtissons-leur une maison décente, Marc, lui ai-je proposé sur le chemin du retour vers la ville, le cœur lourd. Il m'avait regardé avec une stupéfaction totale, comme si je venais de lui proposer de décrocher la lune pour lui. Sophie, as-tu la moindre idée du coût réel d'un tel projet? Je n'aurai jamais une telle somme, même dans 10 ans de labeur. Ton argent est le mien, Marc. Tes parents sont désormais les miens, et ils méritent de vivre dignement. J'ai alors investi près de 250 000 €, l'intégralité de mes économies de plusieurs années de travail acharné. Nous avons érigé une maison en briques de 180 mètres carrés, avec un chauffage central moderne, une salle de bain fonctionnelle et une cuisine spacieuse. Le jour de la pendaison de crémaillère, ma belle-mère pleurait de gratitude en m'étreignant, répétant qu'elle n'avait jamais osé rêver d'un tel confort. Karl m'avait serré la main avec une force toute masculine, sans dire un mot mais avec un regard qui en disait plus long que n'importe quel discours. Seule Béatrice, la grand-mère, restait assise dans son coin, m'observant avec un regard étrange et scrutateur que j'attribuais à l'époque à sa vieillesse. Nous avions mis la maison au nom de Karl, Marc prétendant que cela simplifierait grandement les démarches administratives locales. Je n'y avais vu aucune malice, pensant que les formalités juridiques n'avaient pas leur place entre nous. Puis vint le tour de Camille, la petite sœur de Marc, une jeune femme brillante et pleine d'ambition qui rêvait d'intégrer la plus grande école de commerce de la capitale. Mais la famille n'avait pas les moyens de financer ses frais de scolarité ni sa vie quotidienne à Varsovie. « Laisse-moi m'occuper d'elle », ai-je demandé à mon mari, « considère cela comme un investissement sur le futur de ton sang. » Durant 5 ans, j'ai effectué des virements mensuels pour son loyer, ses cours et ses dépenses, pour un total dépassant les 80 000 €. Pendant que mes amis s'offraient des voyages à l'autre bout du monde, j'envoyais mon capital à Varsovie, car Camille était pour moi la sœur que je n'avais jamais eue. Tout a basculé il y a 2 ans, lorsque Marc a été promu directeur commercial de sa firme grâce à mes contacts et mon soutien. Au début, j'étais sincèrement fière de lui, pensant que ses efforts étaient enfin reconnus à leur juste valeur. Mais avec ce nouveau statut sont arrivées les missions interminables dans tout le pays, les retours tardifs et les dîners de plus en plus silencieux. Il s'est mis à porter des costumes de luxe et des montres suisses achetées avec mon argent, mais il répondait par monosyllabes en fixant son écran. « Tu as changé, Marc », lui ai-je fait remarquer un soir d'hiver. « Est-ce que quelque chose te pèse au bureau ou ailleurs ?» Il m'avait balayé d'un geste de la main, prétextant la fatigue et la pression insupportable du chiffre. Je m'efforçais de lui préparer ses plats favoris, je m'achetais de la lingerie fine pour tenter de raviver la flamme de notre première année. Mais je ne recevais en retour que de l'irritation et des demandes répétées de le laisser tranquille, comme si j'étais devenue une intruse. Camille est revenue de Varsovie totalement métamorphosée, arborant un accent prétentieux et un sourire chargé de condescendance. « Sophie, tu es encore devant tes fourneaux avec ce tablier ?» m'avait-elle lancé lors de notre première rencontre, jugeant mon apparence. Une femme moderne doit savoir investir sur elle-même, sinon elle finit par lasser les hommes de pouvoir comme mon frère. J'avais pris cela pour une plaisanterie de mauvais goût, mais le venin était déjà instillé dans notre relation. Camille a commencé à entraîner son frère dans des restaurants hors de prix et des soirées privées, sous prétexte de développer son réseau. Marc rentrait désormais au milieu de la nuit, exhalant des odeurs de cognac de luxe et de parfums féminins qui m'étaient totalement inconnus. « C'est quoi cette odeur sur ton veston, Marc ?» ai-je demandé un soir à 3 heures du matin, le cœur battant. « Ne fais pas de scènes inutiles, c'est le travail et les relations publiques », m'avait-il craché avec une agressivité nouvelle. « Tu n'as aucune idée de la façon dont on mène les affaires à ce niveau d'influence, contente-toi de ta boutique. » J'avais pourtant bâti un empire à partir de rien pendant qu'il transportait des tubes, mais je gardais le silence par amour et par espoir. Par un soir d'octobre pluvieux, alors que les gouttes frappaient les vitres comme des doigts impatients, Marc a déposé les papiers du divorce sur la table. Le clic sec et définitif de son stylo a résonné dans le salon comme une sentence de mort pour mon cœur de femme.
Je suis restée prostrée sur ce canapé en cuir que j'avais moi-même choisi, fixant l'homme qui partageait ma vie depuis 2 décennies. L'appartement est à mon nom, la voiture aussi, tu n'as rien pour toi, déclara-t-il avec une froideur de glace. Tu es venu sans rien et tu repartiras avec rien, c'est la loi de notre monde. Tiens, voilà 1200 € pour tes premiers jours, estime-toi heureuse. J'ai fixé cette enveloppe jetée avec mépris sur la table basse comme on lance un os à un chien errant. 1200 €. Le prix de la maison de ses parents, des études de sa sœur et de mon dévouement total pendant 7 ans. Pourquoi, Marc, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure inaudible et tremblant. Que ai-je fait de mal pour mériter ce traitement? Il a eu un sourire dédaigneux que je ne lui connaissais pas. Tu n'as rien fait de mal, Sophie, tu ne fais simplement plus partie du monde dans lequel j'évolue désormais avec succès. Il a ajusté sa cravate de marque et a ajouté. Camille m'a présenté des gens d'un autre calibre, avec des opportunités grandioses. La sœur que j'avais financée avec amour était donc l'architecte de la destruction de mon foyer et de ma vie. La porte s'est ouverte et Béatrice est entrée dans la pièce, nous observant avec un regard de marbre qui ne trahissait aucune émotion. « Que attends-tu pour signer ces documents et partir ?» a-t-elle lancé à mon adresse. Signe et disparaît, femme qui n'a même pas su nous donner un héritier. Cette insulte m'a frappé au cœur de ma douleur, car nous avions tout tenté pour avoir un enfant, sans succès apparent. Marc m'avait toujours rassuré en me disant que mon amour lui suffisait, mais c'était un énième mensonge destiné à me garder. J'ai construit la maison de tes parents, Marc, ai-je hurlé dans un dernier sursaut de fierté, mais ma voix s'est brisée net sous l'effet de l'injustice. Béatrice a secoué la tête avec un mépris total. Quelle preuve as-tu? Tout est légalement au nom de Karl, tu n'as rien du tout. J'ai cherché une once d'humanité dans ses yeux de vieille dame, mais je n'ai trouvé qu'un vide abyssal et effrayant. Et ne t'avise plus jamais de m'appeler ta grand-mère, a-t-elle ajouté avec un dégoût qui m'a glacé. Marc m'a alors saisi brutalement par le poignet et m'a traîné vers la sortie sans le moindre égard pour mes larmes. Il m'a poussé sur le palier froid, devant ses manteaux de prix et le miroir qui reflétait mon visage ravagé par la trahison. Le verrou a claqué derrière moi, me coupant définitivement de mon passé et de ma propre dignité d'épouse. Je suis restée là, seule dans cette cage d'escalier, sans argent ni papier, alors que l'ascenseur tombait en panne une fois de plus. Combien de temps ai-je passé sur ce sol froid, prostré contre la porte? Le temps a cessé d'exister au moment où le silence est devenu total derrière la paroi. J'ai fini par me relever quand la porte s'est rouverte brièvement, laissant apparaître la silhouette courbée de Béatrice. Elle tenait à la main ce vieux sac à carreaux dont je me servais jadis pour aller au marché quand je croyais en la famille. « Prends tes ordures et va-t'en d'ici » a-t-elle crié assez fort pour que tout l'immeuble l'entende, avant de me jeter le sac aux pieds. Le bruit de la porte se refermant a sonné comme le point final de mon existence dans ce foyer de mensonges. Je suis descendue pas à pas, chaque marche étant une torture physique pour mes genoux tremblants d'angoisse. Dehors, la pluie d'octobre m'accueillait avec une indifférence glaciale, transformant le bitume en un miroir sombre et vide. Je me suis assise sur un banc public, trempé jusqu'aux os, observant les rares passants qui m'évitaient avec soin. Par pur réflexe, ou peut-être poussé par un dernier instinct de survie, j'ai ouvert le sac à carreaux pour voir ce qu'il contenait réellement. Ce que mes yeux ont découvert m'a littéralement coupé le souffle. Ce n'était pas du linge sale, mais une pochette bancaire en cuir sombre. À l'intérieur se trouvait un contrat de dépôt à mon nom, Sophie Kowalska, pour un montant de 3 millions d'euros. J'ai frotté mes yeux, pensant que la pluie ou la fatigue extrême me jouaient des tours, mais les chiffres restaient les mêmes. Sous ces documents gisait l'acte de propriété d'un penthouse de 200 mètres carrés surplombant l'Oder, acquis il y a peu. J'en étais la seule et unique propriétaire, sans que Marc ne soit mentionné nulle part. Enfin, j'ai trouvé un téléphone portable neuf et une lettre écrite de la main de Béatrice avec une plume fine. « Sophie, ma chère enfant, quand tu liras ces mots, tu me haïras sans doute pour ma cruauté apparente de ce soir. » commençait la lettre. Mais je devais impérativement te protéger de la cupidité aveugle de Marc et de sa sœur, dont j'ai percé le vrai visage. Elle expliquait avoir entendu leur conversation secrète. Ils prévoyaient de vider mes comptes professionnels avant de me jeter dehors démunis. Béatrice avait alors décidé de jouer le rôle de leur allié pour endormir leur méfiance et gagner du temps pour organiser ma sauvegarde. Les 3 millions d'euros étaient les économies de toute sa vie de femme d'affaires secrète et avisée. Son défunt mari avait été directeur de grandes usines,
lors des privatisations, Béatrice avait racheté des parts stratégiques. Elle avait vécu modestement pendant des décennies pour tester la loyauté de son propre sang, et le résultat avait été sans appel. L'humiliation de ce soir était le prix à payer pour qu'ils se relâchent et montrent leur vraie nature au monde, poursuivait-elle. C'est une partie d'échec stratégique, et nous allons la gagner ensemble, car tu es la seule qui mérite cet héritage. J'ai immédiatement contacté ma vieille amie Lydie, qui m'a accueillie dans son petit studio loin du centre-ville pour me cacher. Je lui ai raconté la moitié de la vérité, masquant l'existence de la fortune colossale pour ma propre sécurité immédiate. Ce Marc est un monstre sans nom, tempêtait Lydie en me servant un thé chaud, après tout ce que tu as fait pour eux. Je suis restée silencieuse, envoyant un message à Béatrice sur le nouveau téléphone pour lui dire que j'étais à l'abri. Bien, reste dans l'ombre et ne bouge pas pour l'instant, fut sa réponse immédiate et protectrice. Le lendemain, je découvrais sur les réseaux sociaux une photo de Marc et Camille célébrant leur victoire dans un restaurant étoilé. Enfin débarrassé du boulet, disait la légende de la photo, accompagnée de smiley moqueurs et de rires. Ils créaient l'image d'une rupture amicale et propre pour ne pas entacher leur ascension sociale naissante. Mais la nuit, je ne dormais pas, analysant les preuves que Béatrice m'avait fournies sur les détournements de Marc. Mon mari avait pillé mon entreprise avec la complicité d'Isabelle, ma comptable en qui j'avais une confiance aveugle. J'ai découvert des virements mensuels de 5 000 € vers une société écran nommée Premium Consult, dont Marc était le seul bénéficiaire. Il m'avait volé plus de 50 000 € en seulement quelques mois d'activité frauduleuse et de manipulation comptable. Ma mère m'a écouté en silence lorsque je lui ai enfin tout révélé, et sa colère m'a donné la force de poursuivre. « Tu n'es plus la petite fleur fragile, Sophie », m'a-t-elle dit en serrant ma main avec une force nouvelle. Elle a contacté un vieil ami de la famille, Maître Étienne, un avocat spécialisé dans la haute criminalité financière. Étienne a examiné les documents de Béatrice et m'est relevé avec un regard d'acier froid et déterminé. Nous avons de quoi les envoyer dans un centre de rétention pour fraude et abus de biens sociaux, déclara-t-il fermement. Je veux simplement que la vérité éclate et que justice soit rendue, ai-je répondu avec une détermination qui m'impressionnait moi-même. Le plan de Maître Étienne était d'une précision chirurgicale. Je devais continuer à jouer la femme démunie tandis qu'il accumulait les preuves. Nous avons installé un protocole de surveillance sur les serveurs de l'entreprise à leur insu pour tracer chaque mouvement financier. Chaque fichier supprimé par Isabelle était archivé dans un cloud sécurisé géré par mon avocat personnel. 2 semaines ont passé dans une attente insupportable, et le piège était enfin prêt pour la confrontation finale et publique. Béatrice m'a informé du grand gala organisé par la nouvelle société de promotion de Marc pour célébrer son inauguration. La fête se déroulait dans l'immeuble même où se trouvait mon pantouse secret, ce qui ajoutait une touche d'ironie au destin. J'ai choisi une robe de soie noire d'une élégance absolue pour cette soirée, une tenue qui affirmait mon autorité et ma renaissance. Lydie m'a aidé à me préparer, appliquant ce rouge à lèvres écarlate que je n'avais plus osé porter depuis ma chute. Il est temps de lever le rideau sur leur imposture, Sophie, m'a dit ma mère en m'embrassant avec fierté. L'hôtel brillait de 1000 feux, accueillant les personnalités les plus influentes de la ville de Wrocław pour l'événement. Marc et Camille recevaient les félicitations avec une arrogance qui me donnait la nausée en les observant de loin. À 21h précises, alors que Marc s'apprêtait à porter un toast à sa réussite, je suis entrée dans la salle. J'étais accompagnée de Maître Étienne et d'un officier de justice, avançant avec une assurance de reine devant la foule. La musique s'est arrêtée net quand ma silhouette a traversé le tapis rouge, attirant tous les regards intrigués et surpris. Marc a failli lâcher sa coupe de champagne de luxe en me voyant apparaître, pensant sans doute avoir une hallucination. « Sophie, mais que fais-tu ici dans cette tenue ?» a-t-il bégayé devant ses partenaires d'affaires médusés. Je n'ai pas répondu, mais je me suis dirigée vers l'estrade centrale et j'ai saisi le micro avec une main ferme. Bonsoir à tous, je suis Sophie Hartmann, l'épouse légale et la véritable force derrière ce que vous voyez ici ce soir. Les lumières se sont tamisées, au lieu du film promotionnel, les écrans géants ont affiché la réalité brute de la fraude. Les documents bancaires, les virements vers Premium Consult, et les messages de Marc avouant ses vols ont défilé devant l'assistance. La salle a commencé à gronder de dégoût face à l'ampleur de la manipulation orchestrée par mon mari et sa sœur. « Éteignez ça immédiatement, c'est une manipulation honteuse », hurlait Marc, mais la sécurité de l'hôtel l'a fermement écarté.
Puis la voix de Béatrice a résonné, enregistrée lors d'une discussion où Marc se moquait de ma prétendue stérilité. Le silence qui a suivi était celui d'un désastre social complet et irréversible pour Marc et sa sœur Camille. Vanessa, sa nouvelle conquête, a discrètement quitté les lieux en réalisant que Marc n'était qu'un escroc sans aucun avenir. Les journalistes présents se sont rués vers l'estrade tandis que l'écran affichait « La justice ne dort jamais, elle attend son heure ». En une nuit, Marc est devenu un paria social, licencié pour faute grave et abandonné par ses alliés de circonstance. Le procès qui a suivi a duré plusieurs mois, et le verdict fut à la hauteur de la trahison subie pendant 7 ans. Marc a été condamné à 5 ans de centre de rétention pour fraude, vol et abus de confiance manifeste. Isabelle, la comptable, a écopé de 3 ans de prison, tandis que Camille a été condamnée à restituer chaque centime de mes fonds. Les parents de Marc ont dû vendre la maison que j'avais bâtie pour payer les frais de justice de leur fils indigne. Après le verdict, Béatrice m'a emmené au dernier étage d'une tour de bureau envers au cœur de la ville. Tout cet empire est à toi désormais, Sophie, car tu as prouvé que ton cœur était plus pur que le leur. 1 an plus tard, j'ai rencontré Gabriel, un homme dont la bonté et la sincérité ont fini par soigner mes dernières cicatrices. Nous nous sommes mariés en toute simplicité dans une clairière près de la ville, entourés de nos vrais amis et de notre fils, Philippe. Béatrice s'est éteinte paisiblement à l'âge de 92 ans dans nos bras, nous laissant son héritage de sagesse et de force.